un patrimoine qui sera en meilleur état, donc nous obtiendrons certainement de meilleures conditions avec un patrimoine plus récent, plus neuf, que ce qu'il aurait été si nous étions allés à l'issue de ce contrat et avec un procès dont on ne maîtrise jamais l'issue. Alors, nous ne contestons aucunement la recherche d'amélioration du patrimoine, loin s'en faut, loin s'en faut. Simplement, nous tenons à souligner qu'il n'était pas d'une évidence absolue que ces travaux-là ne soient pas déjà de la responsabilité du délégataire. Bon, également, justement, en parlant... Je me permets de vous interrompre. Il ne vous aura pas échappé que, tout au moins me concernant, je n'étais pas en situation jusqu'à présent. Mais je vous pose des questions, M. Chorel. Il n'y a pas... Donc, alors, je ne sais pas, la durée... peut-être que d'autres personnes présentes ici pourront répondre. Peut-être qu'à la fin, qui voudra répondra. Je termine mes questions, si vous voulez bien. La durée du contrat d'affermage, vous l'avez dit tout à l'heure, est portée effectivement de 12 ans à 15 ans. Le nouveau terme est donc bien le 31 décembre 2024. Nous sommes d'accord? Oui. Bien. Les années supplémentaires du contrat sont inévitablement en coûts marginaux pour le délégataire, ce qui est forcément très avantageux pour lui. Cette prolongation améliore donc la rentabilité du contrat pour le délégataire. Donc ce que l'on veut vous démontrer en fait, c'est que les conséquences réelles de ce protocole, c'est bien quoi? L'amélioration de la marge du fermier, ce qui en réalité n'est pas acceptable. Pour exemple, l'Association des maires de France, dans son cahier du réseau numéro 19 de 2016, rappelle qu'un contrat qui aurait été conclu sur une base anormalement basse ne saurait être modifié par un avenant venant reconstituer la marge bénéficiaire du délégataire, puisqu'ils passent leur temps à dire que ça ne marche pas, etc., qu'il aurait mal évalué ou sous-évalué volontairement afin d'obtenir le marché. Nous sommes en plein là-dedans. Donc ce protocole, pour nous, ne répond pas à l'objectif fixé par la commune, puisque rien ne dit que ces montants-là n'étaient pas déjà de la responsabilité du délégataire, et qu'en prolongeant le contrat de 3 ans, eh bien en fait, quelle est la résultante véritable? C'est d'augmenter la marge de la Société des eaux. Voilà. Donc, nous aurions préféré que vous mainteniez le contrat à 12 ans, en clarifiant effectivement les travaux. Voilà pourquoi nous voterons... Et donc l'application des pénalités. Et l'application des pénalités si vous avez les fuites. Mais après, si vous voulez, là vous êtes sur un choix de transaction, ça se comprend tout à fait bien. L'augmentation des 3 ans donc n'a pour effet direct et réel que d'améliorer cette marge-là. Voilà. Je vais me répéter une nouvelle fois, et de passer l'âge des installations de 13 ans à 7 ans. Parce que ça vous paraît tout à fait négligeable, mais ça ne l'est pas. Mais c'est pas négligeable ce que je dis non plus, mais là on va tourner en rond, ça va commencer. Non, quand je vous dis que ce que vous dites, c'est loin d'être anodin, concernant l'âge de canalisation. Je vous dis, l'âge de canalisation et des réseaux, de faire passer cet âge moyen de 13 ans à 7 ans, ça n'est pas négligeable. Et vous me répondez, mais ce que je dis, c'est pas négligeable. Mais... Donc, mais ce que vous me racontez, vous êtes une juriste, et je suis en train d'essayer de vous faire comprendre que dans un protocole, c'est du gagnant-gagnant. Et vous me dites, le fermier sera gagnant. Mais bien sûr, c'est la base même d'un protocole. Si un protocole détermine à l'issue un perdant et un gagnant, c'est un très mauvais protocole. Vous n'avez pas bien compris. À partir du moment où dans le contrat initial, les investissements pouvaient être de ces investissements-là que vous concède le délégataire, était déjà de la responsabilité du délégataire, nous ne sommes plus sur un jeu de gagnant-gagnant. Vous avez bien lu la position de la SEM, le premier paragraphe? La position de la SEM, vous êtes en train de me dire. Oui, monsieur Chorel. Sur la base du contrat qui l'engage. Si l'investissement sur les premières années du contrat a été largement supérieur aux prévisions, il y avait un prévisionnel établi. Et sur la base de ce prévisionnel, la SEM s'est largement engagée sur ce prévisionnel, est allée bien au-delà.
Et l'équilibre ne peut être désormais maintenu qu'en réduisant le montant investi jusqu'au terme du contrat. Une délégation de service public, quelle qu'elle soit, dans l'occurrence sur de l'affermage d'un réseau d'eau, lire simplement les lignes telles que vous les lisez, ça n'est pas réaliste et objectif. Le fermier ne peut pas s'engager à remplacer, sans avoir connaissance de la totalité des réseaux, ne peut pas s'engager à réparer, remplacer tous les tronçons. Il y a un prévisionnel qui est chiffré, qui est dans le contrat initial. Quand je vous disais que l'état initial peut-être des canalisations ne correspondait peut-être pas au terme du contrat, c'est peut-être une des explications. L'article 18.5, où le fermier reconnaît qu'à la date de la signature des contrats, les ouvrages de production et de traitement de l'eau faisant partie de l'affermage sont en état de marche et ont une capacité suffisante. Vous voyez, il y a toute une Vous avez logique. dit de production et de traitement, mais pas de transport. Sur d'autres articles. C'est sur d'autres articles. Mais production et traitement, c'est les parties visibles. Écoutez, M. Chaurel, je trouve juste extraordinaire que vous fassiez une confiance aveugle et illimitée à la Seine. Ils sont très contents de vous connaître. Je vous remercie. Alors, je vais essayer de vous rassurer. Je ne fais pas du tout une confiance aveugle. Les termes initiaux, et croyez bien que nous avons dû batailler ferme, jusqu'à un haut niveau qui a largement dépassé le niveau SEM régional, pour avoir ces conditions-là. Nous n'avons pas été des bénis, oui. Ne vous en déplaise. Je ne suis pas certain qu'on arrive à un consensus. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, avant de passer à la délibération suivante, je vais vous donner quelques indications. Et ensuite, je ne vous embêterai plus avec ça, mais encore une fois, c'est important. Donc, le sous-préfet, M. Agny, m'a rappelé par rapport à ce que je lui avais demandé. Donc, pris contact avec les services de la DDTL pour pas dire s'avancer trop vite. Donc, il me confirme que sera rajouté dans le contrat de mixité sociale la prise en compte des modalités d'atteinte des objectifs, des modalités concernant le foncier spécifique à Bandol, les risques particuliers. Pour ce qui est de l'opération spécifique dont je parlais tout à l'heure de 100% de logements sociaux sur un emplacement réservé avec 90 logements, au jour d'aujourd'hui, dans la mesure où c'est un emplacement réservé, les services de la DDTM disent on ne peut pas faire autre chose que 100% de logements sociaux, mais on peut tout à fait rajouter dans le contrat, enfin dans l'annexe au contrat, que ça peut faire l'objet d'une modification du PLU et donc revoir à la baisse le pourcentage de logements sur cette opération avec une compensation par ailleurs. Et il est également d'accord pour prendre en compte les efforts consentis par la commune, notamment sur la carence. Voilà, nous allons passer à la délibération suivante, qui concerne une prise à bail commerciale du local communal de Poisson d'Argent. Madame N. Monsieur le maire, merci. En date du 23 avril 2015, la SARL au Poisson d'Argent s'est portée acquéreur d'un fonds de commerce à l'ancienne le Christina, bar, brasserie, restaurant. La commune lui a délivré une autorisation d'occupation temporaire et ça se comprend aisément. La SARL au Poisson d'Argent a sollicité de la commune
l'obtention d'un bail commercial d'une durée de 9 ans en lieu et place d'une autorisation d'occupation temporaire au fin d'exploiter son local commercial qui est évidemment précaire et dans un souci de meilleure gestion de son commerce. Considérant que ce local n'est ni affecté à un service public ni à l'usage du public, il est fait donc partie intégrante du domaine privé de la commune, ce qui commande la délivrance du bail commercial. Alors, sur les conditions financières, vous avez un loyer annuel prévu à 15 000 € TTC hors charge et vous avez le montant du droit d'entrée qui est une indemnité compensatrice versée puisque le preneur a la possibilité, du fait de la signature du bail commercial, de revendiquer ce qu'on appelle la propriété commerciale, un droit d'entrée de 25 000 €. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée. Alors je vais vous faire quand même, non pas, je pense que vous le tiendrez pour lu le bail, mais je vais attirer votre attention sur certaines clauses qui me paraissent importantes pour vous déterminer dans votre vote. Vous avez dans le bail, ce qui me paraît essentiel, une clause de garantie solidaire, c'est-à-dire que dans l'hypothèse où la SARL Le Poisson d'Argent viendrait à vendre son fonds de commerce, eh bien, le nouvel acquéreur serait solidaire avec la SARL Le Poisson d'Argent envers la commune pour le paiement du loyer. J'observe également qu'il n'y a pas de renonciation au déplafonnement du loyer, ça c'est un élément important. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc il est par conséquent demandé à l'Assemblée d'approuver les conditions financières que je viens de vous indiquer de cette prise de bail, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Je tiens à vous faire une dernière précision. Ce bail commercial va aussi dans l'esprit de la loi Pinel de 2014 qui permet aujourd'hui à un occupant du domaine public de pouvoir revendiquer, ce qui n'était pas le cas et qui a causé beaucoup de problèmes pendant longtemps, ce qu'on appelle la propriété commerciale de la clientèle, évidemment, qui lui est propre. C'est la condition sine qua non. Merci. Vous pouvez nous dire ce que c'est le non-déplafonnement du loyer ? Eh bien, le non-déplafonnement du loyer, c'est dans l'hypothèse où on arrive à une durée qui est supérieure à la durée du bail. Eh bien, dans cette hypothèse, le bailleur a la possibilité d'augmenter le loyer. Et donc, c'est une disposition quand on renonce qui est favorable au preneur. Je vous le résume à l'extrême, bien évidemment, parce qu'il y a aussi une possibilité de déplafonnement légal. Pas de questions ? Monsieur Garcia. Nous demandons uniquement confirmation pour ce local de cette nature, à savoir si nos calculs sont bons, que cela représente finalement un loyer mensuel de 1 250 € par mois. C'est bien ça ? Ben, si vous avez fait la division, M. Garcia, oui, effectivement. Voilà. Avec un droit d'entrée de 25 000 € qui est payable en complément du loyer, ce qui est conséquent. C'est normal qu'il y ait un droit d'entrée. C'est pas une obligation légale, M. Garcia. C'est une augmentation significative par rapport Bien au sûr. montant De l'indemnité d'occupation, bien évidemment. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 5, création d'un établissement public industriel pour la gestion un EPIC et commercial, établissement public industriel et commercial pour la gestion de l'Office du tourisme. Madame Eck. Alors, le rapporteur expose que la commune de Bandol, qui exerce la compétence tourisme en application des articles L133-1 et L133-2 du Code du tourisme, a décidé, par délibération de son conseil municipal du 22 octobre 2009, de créer un office de tourisme sous forme de régie dotée de la seule autonomie financière sur la base des articles, ils sont nombreux, je ne vais pas tous les citer, du Code général des collectivités territoriales. Cette régie communale, service à caractère administratif, dotée de la seule autonomie financière, est destinée à assurer le développement touristique de la commune de Bandol. Ses missions sont les suivantes. Assurer l'accueil et l'information des touristes, assurer la promotion touristique de la commune, en coordination avec les divers partenaires locaux du développement touristique communal, c'est-à-dire que le comité départemental d'action touristique et le comité régional du tourisme,
l'élaboration et mise en œuvre de la politique locale du tourisme, la vente à titre accessoire d'un nombre limité de produits commerciaux revêtus des armoiries communales de la ville de Bandol en vue de promouvoir le tourisme. Vu la loi 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme complétées par le décret du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, la commune de Bandol, qui affiche de nouvelles ambitions touristiques, souhaite à terme solliciter le classement en station touristique. Pour cela, elle doit être dotée d'un office de tourisme en catégorie 1 de type entrepreneurial. Il existe différents statuts juridiques pouvant favoriser cette activité dite de type entrepreneurial, associatif, SEM, SPL ou EPIC. La création d'un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Office de tourisme de Bandol, apparaît comme l'outil le mieux adapté pour mettre en œuvre la politique touristique municipale. Il s'agit d'une structure de droit privé rattachée à une collectivité publique, droit public rattachée à une collectivité territoriale, ici la commune de Bandol. Son fonctionnement est organisé par le Code du tourisme et le Code des collectivités territoriales. L'EPIC est soumis aux règles du Code des marchés publics. Il reste sous le contrôle direct de la collectivité, garantit la totale maîtrise des fonds publics, réunit des élus et des prestataires tourisme au sein de son comité des directeurs. Il favorise la dynamique commerciale au profit de l'économie touristique. La taxe de séjour est intégralement reversée à l'Office du tourisme. Il offre la possibilité de créer des commissions de travail thématiques, intégration de bénévoles, d'associations locales. Le personnel est de droit privé et bénéficie des accords de la convention collective. Tourisme, il offre une rigueur administrative et passe par le contrôle comptable public. Enfin, ce statut juridique permet de conserver un lien étroit entre l'Office de tourisme et le conseil municipal. Il est donc nécessaire de procéder à cette création d'un office de tourisme sous forme d'EPIC qui, après constitution d'un dossier en ce sens, pourra demander son classement effectif dans les catégories successives au service de la préfecture. Vu le Code du tourisme et plus particulièrement ses articles L133-1 à L133-10 et L134-5, donnent compétence au conseil municipal pour instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, d'en fixer le statut ainsi que les modalités d'organisation. Vu les articles nombre du Code général, je me mélange toujours, je ne veux pas dire de bêtises, des collectivités territoriales applicables aux offices de tourisme constitués en EPIC. Par ailleurs, il apparaît nécessaire au bon fonctionnement du tourisme que l'office puisse rendre des services à la clientèle sous forme de billetterie notamment et développer des activités lucratives. Le rapporteur précise que l'office de tourisme ainsi créé pourra disposer de la totalité des missions d'un office de tourisme, à savoir l'accueil et information des touristes, l'organisation de la promotion touristique de la commune de Bandol en coordination avec les politiques du comité départemental du tourisme et du comité régional du tourisme et autres, la cohérence de la promotion par la coordination des différents acteurs et partenaires du développement touristique local. Il sera consulté et fournira un avis sur les projets d'équipement collectif touristique. Il pourra être chargé, si besoin est, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, de l'animation, de l'organisation d'événements, de fêtes et de manifestations culturelles. La commercialisation des prestations de services ou produits touristiques dont tout ou partie se déroule sur son territoire. Le rapporteur ajoute que la mise à disposition des différents biens, moyens et services nécessaires à la mise en place de l'office et à son bon fonctionnement se fera par convention. Afin d'alléger les procédures administratives et de pouvoir procéder rapidement à la création effective de l'EPIC, il est décidé que le comité de direction sera composé, ainsi que l'autorise le Code du tourisme, de 3 membres, étant entendu que les membres représentant la collectivité territoriale doivent détenir la majorité des sièges du comité de direction de l'Office de tourisme. Les 2 membres issus du conseil municipal et désignés par celui-ci seront en place pendant la durée de leur mandat des conseillers municipaux et qu'une nouvelle élection aura lieu à chaque renouvellement du conseil municipal. Un membre représentant une profession intéressée au tourisme, représentant l'association des vins de Bandol pour une durée identique à celle des élus municipaux. En conséquence, il est proposé que l'Office de tourisme bénéficie désormais d'un statut de droit public en tant qu'office de tourisme sous la forme d'un EPIC. Non, c'est public, c'est une coquille.
La création d'office de tourisme sous le statut de droit public en tant qu'office de tourisme sous la forme d'un EPIC sera effective dès transmission de la présente délibération aux préfectures. Toutefois, même si deux offices de tourisme ne peuvent coexister sur le même territoire, une période dite de cohabitation sera nécessaire, le temps de voir réaliser et obtenu les immatriculations, ouverture de compte de l'EPIC et autres formalités administratives. Il est demandé aux techniciens de l'Office de faire en sorte que l'EPIC soit opérationnel au 1er octobre 2016. Durant cette période transitoire, l'Office de tourisme en charge des opérations touristiques reste la régie. La commune transférera à l'EPIC les moyens actuellement attribués à la régie, c'est-à-dire subventions, locaux, personnels et autres immobilisations. Il est d'ores et déjà précisé que le report à niveau disponible sera également transféré à l'EPIC. Il sera demandé à l'EPIC d'assurer la gestion et la collecte de la taxe de séjour. Comme prévu par les textes, le montant de cette taxe lui sera reversé à 100%. Il est également admis que la redevance de séjour équivalente à la redevance de la taxe de séjour sera perçue par l'Office, puisque l'EPIC est la seule forme de gestion permettant à l'Office du tourisme de se voir reverser automatiquement le produit de la taxe de séjour. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée de créer un établissement public, industriel et commercial doté de l'autonomie financière et personnalité morale afin de gérer l'Office du tourisme qui sera administré par un comité de direction et dirigé par un directeur. De devoir maintenu et accepter une période dite de cohabitation nécessaire à la création qui sera rendue effective à compter du 1er octobre 2016, d'adopter les statuts de cette nouvelle structure juridique dénommée Office du tourisme si annexé, de transférer à l'EPIC les moyens affectés à la régie à compter du 1er octobre 2016, de fixer le montant de la subvention lors d'un prochain conseil municipal après avoir chiffré précisément le montant nécessaire au bon fonctionnement de ce budget annexe et d'affecter les immobilisations et moyens au budget annexe de l'Office de tourisme par une délibération avec détail des écritures comptables. Y a-t-il des questions ? Madame Cercio ? Par rapport au transfert de compétences à l'intercommunalité prévu au 1er janvier 2017, si on peut avoir plus d'informations. Alors, on n'en a pas à ce jour. Non, parce qu'on est justement dans l'attente. Pour l'instant, rien n'est décidé. C'est pour ça que de notre côté, on reste sur nos positions, on avance. Voilà, on ne va pas tout arrêter parce que le classement est en cours, les dossiers sont en cours, et on ne va pas tout arrêter sous prétexte qu'il y a cette loi NOTRe qui est passée, mais pour l'instant, c'est le flou artistique au niveau de la communauté de communes. Donc, nous, on a posé des questions, et on nous a plus ou moins conseillé de continuer notre chemin en attendant que des décisions soient prises. Voilà. Donc, nous continuons notre chemin. Alors, je vais rajouter quelque chose. C'est en cours de discussion, mais il est possible, voire probable, que dans les semaines qui viennent, une délibération soit proposée à Sud-Sainte-Baume pour renoncer, comme la loi le permet, à intégrer Bandol dans un éventuel office de tourisme intercommunal. C'est une possibilité. On en a déjà discuté en réunion de bureau communautaire. Bandol ? C'est pas moi qui ai parlé. Que Bandol ? Bandol est une station balnéaire, donc il peut y avoir une exception. Oui, je ne conteste pas. Est-ce que c'est applicable le principe de la loi NOTRe, justement, qui prévoit que si le PCI, en fait le PCI, de ce que j'ai compris, peut décider au plus tard 3 mois avant le transfert de compétences, donc là pour le coup ce serait le 1er octobre 2016, de maintenir des offices de tourisme distincts. Pourquoi c'est pas une option possible et on resterait dans la logique de l'intercommunalité? Ça c'est en discussion, donc Oui, c'est pas exclu cette je ne possibilité. vais pas vous donner de réponse aujourd'hui tant que la décision n'a pas été prise. Non, mais c'est une question, puisque vous parlez donc de l'option Bandol qui sort. Moi, je vous propose Bandol qui reste,
mais en étant... Non, mais j'ai entendu. Voilà, je vous remercie. J'ai entendu, mais voilà, on est neuf. D'accord. Ben, ça sera bien de nous donner des informations sur l'interco. Quand il y en aura, bien sûr. Oui, oui, très important. Pas d'autres questions? C'est un détail, il y aura juste quelque chose à modifier sur la délibération. L'EPIC est soumis aux règles du Code des marchés publics. En fait, le Code des marchés publics n'existe plus. Mais ça, c'est un détail, ça sera corrigé. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 6, Madame Nadjarian. Il a été sollicité par la SNSM, Société de sauvetage en mer, une subvention d'investissement d'un montant de 50 000 € en vue de la construction d'une nouvelle navette de première classe SNS 164 destinée au remplacement de la vedette de deuxième classe SNS 265 Saint-Elme. Il est proposé d'allouer à l'association Société nationale de sauvetage en mer la subvention ci-dessous détaillée. Exercice 2016, 15 000, 2017, 20 000 et 2018, 15 000. Total, 50 000. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'allouer au titre de l'exercice 2016 une subvention d'investissement d'un montant de 15 000, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Je voudrais faire juste un commentaire avant qu'on passe à d'autres questions. Le complément de subvention de 2 000 €, nous avons reçu les renseignements complémentaires, donc nous ferons une commission complémentaire par rapport à certaines demandes d'associations, donc ça sera examiné à ce moment-là. Je pense qu'il y aura les éléments. On a demandé aussi quelques renseignements complémentaires sur les autres subventions attribuées à la SNSM. Mais le courrier reçu, je pense qu'il y a des éléments qui sont convaincants. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que vous participez à... Comme la dernière fois. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 7, Madame Nadjarian. Le décret numéro 2001-495 du 6 juin 2001 impose que la commune qui attribue une subvention doit, lorsque le seuil des 23 000 € est dépassé, conclure une convention avec l'association bénéficiaire, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Il est proposé de conclure une convention pluriannuelle 2016 à 2018 avec la Société nationale de sauvetage en mer, SNSM, en vue de l'attribution d'une subvention d'un montant de 50 000 € nécessaire à la construction d'une nouvelle vedette. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter les termes de la convention si annexée, d'habiliter le maire à la signer ainsi que tout document y afférent. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 8, Madame Bourron. Les collectivités territoriales mettent en œuvre la réforme des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires. À Bandol, cela a été formalisé dans un premier PEDT, projet éducatif territorial, qui a été présenté en conseil municipal au mois d'août 2013. Ce PEDT arrivant à expiration, l'ensemble de la communauté éducative a travaillé à la rédaction d'un nouveau projet ces derniers mois. Ce projet prend la forme d'une convention.
Les modifications pour la rentrée de septembre 2016 sont les suivantes. Un droit d'adhésion annuel de 20 € par famille pour les enfants qui s'inscrivent aux activités péréducatives. Les activités se dérouleront les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30 sur le site des écoles au centre aéré. Le vendredi, des jeux de cours seront proposés ainsi qu'une étude avec toujours la possibilité de se rendre au centre aéré, y compris après l'étude. Donc il est proposé à l'Assemblée d'approuver le projet éducatif de territoire qui est annexé et d'autoriser le maire, se représentant à signer la convention si annexée, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Monsieur Champion. Oui, donc nous sommes heureux de prendre connaissance de l'avenant au projet éducatif territorial qui a été mis en place en 2013 par notre équipe. Les objectifs ne diffèrent pas, ils sont identiques à ceux du PEDT 2013. Par contre, il manque une pièce importante, c'est le tableau de répartition des activités par cycle, par école. Et ça, on ne l'a pas. C'est-à-dire que maintenant, je ne sais pas ce que va faire mon petit-fils qui va rentrer en école maternelle, ce que mon petit-fils va faire comme activité. Je ne l'ai pas. Je pourrais vous renseigner oui, sujet les tableaux. Bon, donc il n'y figurait pas dans le projet. De plus, vous réclamez donc 20 € de droits d'adhésion aux activités, alors que les familles donc, ne savent même pas encore ce que vont faire leurs enfants à la rentrée. Alors ça peut expliquer le départ de 14 enfants donc de l'école maternelle vers le privé. Les familles peuvent être renseignées au bureau des écoles, les tableaux sont, on va dire, pratiquement finalisés et bien sûr sera tenu pour leur information. S'ils sont pratiquement finalisés, on aurait pu les voir dans le PEDT. Et de plus, vous notez que certaines activités seront dispensées par des bénévoles. Quels seront les critères de sélection par rapport à la compétence, par rapport à la moralité? En cas de dommages causés par un bénévole, qui engage sa responsabilité? Je vous donnerai ces renseignements la prochaine fois. Nous avons une obligation. C'est la même chose, hein, c'est l'encadrement des enfants de maternelle par un bénévole. Oui, mais nous avons déjà une obligation légale. Madame Helm l'avait rappelé précédemment, de nous renseigner bien sûr sur le casier judiciaire des bénévoles qui interviennent dans les écoles. Bien entendu. D'accord. Et la dernière fois, je vous avais posé donc plusieurs questions concernant le coût des activités périscolaires et les aides de l'État et aides de la CAF. Absolument. Pour expliquer, pour motiver ce paiement de 20 € d'adhésion aux activités. L'État verse une aide spécifique au rythme ou fonds d'amorçage qui s'élevait à 29 150 € pour la période 2015-2016. Et la CAF verse aussi la somme de 17 471 € pour le périscolaire, pour le parc du Canet. Voilà. Et nous avions à la Parc du Canet et de Bois-Morin, parce qu'on avait créé un centre de loisirs, Bois-Morin. Il y avait 28 canons. Donc ça, ce sont les aides. Et le coût? Le coût pour le montant de l'année scolaire 2015-2016 était de 171 000 €. J'arrondis. Voilà. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions? Je voudrais juste indiquer une précision. Monsieur Champion, vous aviez demandé à ce que le PEDT soit voté avant le règlement intérieur. Oui. Donc nous avons vérifié, en fait, ça n'était pas indispensable. J'ai un texte aussi. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 9, Madame Bourron. Donc la délibération concerne la modification du règlement intérieur. Donc je vais vous
lire les modifications. Donc les lundis, mardis et jeudis, de 15h30 à 16h30, des activités culturelles ou sportives seront proposées sur le site ou au centre aéré, donc sur le site des écoles. Les activités péréducatives sont maintenues à l'école maternelle de Bois-Morin de 15h30 à 16h30. Une étude sera proposée donc tous les jours de 15h30 à 16h30. Le vendredi, ce sont des jeux de cours qui seront proposés, ou une étude, ou un départ au centre aéré, avec aussi la possibilité d'aller au centre aéré après l'étude. Et un droit d'adhésion donc de 20 € par famille et pour l'année scolaire sera demandé à l'inscription de l'enfant. Il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter le nouveau règlement intérieur des activités péréducatives, si annexé, et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 10, Madame Bourron. Une délibération sur les transports scolaires. Donc, la communauté d'agglomération va signer avec le conseil départemental une convention confiant la gestion des transports scolaires au département jusqu'au 31 août 2017. Pendant cette période, le règlement du conseil départemental s'appliquera, incluant ainsi les tarifs des participations des parents en partenariat avec la communauté d'agglomération Sud-Saint-Baume. À ce jour, le conseil départemental n'a pas fait varier la participation, qui reste à 120 € pour l'année 2016-2017. Le montant relatif à l'achat d'une carte de bus Pass Jeune est réparti de la manière suivante: 90 € pour les familles et 30 € de participation de la ville. Le département procédera ultérieurement à un appel de recettes. Pour être à même d'effectuer la vente des titres de transport, il convient que le conseil municipal valide le montant de la participation annuelle forfaitaire des familles ainsi que celle de la commune. Il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter le montant de 120 € de participation forfaitaire annuelle par élève transporté, tel que fixé par le conseil départemental, d'adopter le principe de participation forfaitaire annuelle des familles, fixé à 80